Alors, bonjour à tous. Si jamais c'est trop fort, vous me dites, puis on régulera derrière. Donc, Laurent Martin, je fais partie de la société Rockwool, qui est un industriel participant à cette belle journée, fabricant d'isolation à partir de roches. L'idée aujourd'hui de la présentation de la conférence, c'est de pouvoir réussir une rénovation. Alors ici, j'ai évidemment identifié sur les bâtiments publics ou restreints, même si vous pouvez avoir des maisons à titre individuel et que ça peut vous servir. Mais le sujet aujourd'hui, c'est dans le cadre de votre travail. Et l'un des thèmes principaux étant isoler pour protéger. Puisqu'en effet, vous avez affaire à un public, et donc la protection, elle peut être sur tout un tas d'aspects. La première des choses, c'est savoir qu'est-ce que vous attendez de votre isolation ou de votre rénovation. Donc vous avez ces petits pictogrammes en bas, et on va les revoir dans la suite de la présentation, puisque une rénovation, une isolation peut avoir un impact sur différents éléments. Ça peut être la thermique, classique. On veut éviter d'avoir des déperditions, on veut économiser de l'énergie. Ça peut être du confort d'été, ça peut être de l'acoustique, ça peut être tout un tas d'éléments. Le premier des points étant les combles. Donc vous pouvez avoir dans vos typologies de bâtiments des combles aménagés ou des combles perdus. Donc vous avez peut-être vu à l'entrée, nous avons un stand avec des maquettes, avec de la réalité virtuelle qui vous permet d'appréhender ce que peut être un chantier, voire même de monter virtuellement évidemment sur le toit. Donc les combles, c'est quelque chose d'assez historique, d'assez simple, d'assez connu, même s'il reste encore une partie du marché à rénover. Donc, les combles perdus, vous avez deux typologies d'applications. C'est on déroule un rouleau sur le comble ou on va venir avec la laine à souffler. Là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Normalement, c'est assez classique, assez simple. L'élément étant que les rouleaux, c'est plutôt appliqué sur un plancher plan. Vous avez un espèce de grenier, on va dire, et vous allez dérouler dessus. La laine à souffler, c'est plutôt sur des combles qui sont difficiles d'accès, de la fermette, où là, on va avoir avec des rouleaux plus de difficultés à faire quelque chose et qui soit correct. Même chez soi, pour l'avoir fait, quand vous voulez aller mettre votre rouleau bien comme il faut, à la bonne place, ainsi de suite, jusqu'au bout dans les angles, un système de laine à souffler en vrac va être beaucoup plus efficace à ce niveau-là. Au niveau des combles aménagés, là, ce sont des combles qui sont généralement plus compliqués et surtout dans vos situations assez régulièrement, c'est des combles aménagés mais en milieu occupé ou en tout cas en situation occupée. Vous n'êtes pas sur du logement social, mais vous pouvez avoir des bâtiments, des écoles sur lesquels vos plafonds, vos rampants sont déjà en place. Donc, si on était dans une situation classique, standard, ou si pendant l'été, vous décidez de tout casser pendant la fermeture de l'école, on peut venir isoler par l'intérieur. Donc en une couche, en deux couches, et on revient faire un plafond. Ce qui, dans le cas d'un milieu occupé ou sur lequel vous ne voulez pas tout casser, va être intéressant pour vous, c'est de venir travailler par l'extérieur. Alors, il y a des zones en France, Pays Basque, Savoie, Haute-Savoie, où il y a une technique qui s'appelle le sarking, c'est-à-dire qu'on vient complètement découvrir la toiture du bâtiment et on va venir isoler en continu et remettre intégralement la couverture par-dessus. Pour moi, sur du comble aménagé, sincèrement, c'est la Rolls. Alors, la Rolls, c'est très beau, c'est très technique et tout ça, mais ça a un coût. Mais c'est la Rolls de l'isolation. C'est-à-dire que en déperdition, en pente thermique, en confort d'été, en inertie, en acoustique, c'est le top du top. Il faut avoir le budget en face, mais si vous le pouvez, c'est le top. Ce que vous avez en présentation à l'extérieur sous forme de maquette, vous avez notre démonstrateur, vous avez la réalité virtuelle même pour aller tester vous-même le démontage et l'isolation de ce comble. C'est un système d'isolation en comble rampant, mais sans démonter la toiture intégralement. Donc ça veut dire que c'est un impact et c'est un coût qui est beaucoup plus raisonnable que le système de sarking complètement par l'extérieur. Je ne vais pas le développer pour une raison, c'est que vous avez tout ce qu'il faut à disposition, les maquettes, le démonstrateur, la réalité virtuelle, pour pouvoir vous expliquer tout ça, et ça aurait été un petit peu trop long en termes de timing. Quand on a fait les combles, on peut passer aux façades. Alors ça, c'est vrai que c'est un élément qu'on retrouve de plus en plus. Si on prend le logement social dans les années 80, c'était quelque chose qui s'était lancé. Et puis, ben, il ne s'était peut-être pas forcément lancé de bonne façon. Est-ce que c'était le bon produit? Est-ce que c'était la bonne technique? Est-ce que c'était la bonne formation des entreprises? Je ne sais pas. Mais en fait, on est revenu assez vite en arrière, ou du moins ça s'est stoppé parce qu'il y avait des problématiques, des sinistres. Tout ça a évolué et a changé. Donc aujourd'hui, on va, sur l'isolation thermique par l'extérieur qui se développe beaucoup, évoquer tous les impacts ou tous les intérêts ou tous les objectifs que vous pouvez avoir.
Le premier, évidemment, c'est la performance thermique. Pourquoi isoler dehors plutôt que dedans? Ben, je vais dire, c'est assez simple, mais c'est facile de le dire. Vous avez votre bâtiment, votre collège, votre école, votre lycée. Vous avez des planchers et des murs de refend. Si j'isole dedans, je vais isoler entre ces éléments. Donc ça veut dire que mon trait rouge, ça sera une déperdition. Si je viens isoler par dehors, je vais mettre une écharpe autour de mon cou. Complètement, ces ponts thermiques, ces éléments, ils vont être recouverts par l'extérieur. Donc, ok, ça c'est sur le schéma. Mais maintenant, de façon factuelle, ça veut dire quoi? Je ne vais pas rentrer dans dans les éléments d'explication de ce que sont ces valeurs. Pour faire simple, ce sont des déperditions. Donc, mon mur qui n'est pas isolé, l'état initial, 1,89, c'est la déperdition, ce qu'on appelle le U de la paroi. C'est ce qui va sortir de votre bâtiment. C'est ce qui s'échappe. Je vais venir l'isoler avec une épaisseur standard, une résistance thermique de 3,7. Si je viens isoler par dedans, isolation thermique par l'intérieur, on va passer de 1,89 à 0,93. J'ai moins de déperdition. Donc vous y gagnez. Je mets la même épaisseur d'isolant, mais je vais la mettre à l'extérieur, isolation thermique par l'extérieur. Je passe de 1,89 à 0,58. Donc là, vous voyez, c'est simple, c'est factuel. Je suis à 1,89. Si je mets l'isolant dedans, je passe à 0,93, alors que si je mets la même épaisseur dehors, je passe à 0,58. Donc vous avez un écart à épaisseur égale d'isolant et en faisant tout par l'extérieur, donc vous ne cassez rien dedans, vous avez un intérêt sur les déperditions thermiques. Le deuxième poste, que l'on entend beaucoup actuellement, qui est très à la mode, c'est le confort d'été et l'inertie. Donc là, de la même façon, pour faire très simple, vous avez 3 courbes. La première courbe en pointillé, c'est la température dehors. Donc vous avez votre température, le jour, la nuit, le jour, la nuit, qui va fluctuer. Donc elle va monter ici jusqu'à 33 degrés. On fait le même principe qu'avant. C'est-à-dire qu'en fait, je vais venir isoler à l'intérieur, c'est ma courbe rouge. Donc vous voyez que mon pic que vous avez ici à 33 degrés, il va descendre à 30 degrés grâce à l'isolation. Si je viens isoler par l'extérieur, mon pic va passer de 33 degrés à 27 degrés. Donc comme avant, on voit que si j'isole dedans, je vais avoir un impact sur le confort d'été. Si j'isole dehors, je vais avoir un impact plus important sur le confort d'été. Donc le fait de venir faire une ITE a un intérêt au niveau thermique sur les déperditions et confort d'été vis-à-vis de la chaleur. Troisième poste d'impact d'une isolation, c'est l'acoustique. Une isolation thermique peut venir améliorer, ne rien faire ou dégrader l'acoustique. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Pour une raison, c'est une question de responsabilité. Vous avez un décret ici qui est de 2016. Alors, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est simplifié ici. En rénovation comme en sécurité incendie, nous n'avons pas le droit de dégrader et en tout état de cause, nous devons améliorer. Bon, pour des questions des fois pratiques, de budget ou quoi aux caisses, on s'arrête à la première partie de la phrase, c'est-à-dire qu'à minima, on ne doit pas dégrader. Donc il faut être vigilant sur les solutions qui vont être appliquées sur votre bâtiment, parce que si un système qui est mis en place vient dégrader l'acoustique, eh bien, juridiquement, ça veut dire qu'il y aura une responsabilité derrière. Dans votre domaine, vous êtes le propriétaire, je mets des guillemets, vous êtes le propriétaire, vous êtes le payeur, vous êtes. Je ne suis pas sûr que vous allez vous auto-attaquer. J'ai prévu des travaux, je les ai financés, je ne suis pas content parce que ça a dégradé l'acoustique, donc je vais m'auto-attaquer. Ça, c'est plutôt rare. Mais si je prends un exemple qui est beaucoup plus parlant, une copropriété avec 200 logements, il y en aura toujours un au milieu qui ne veut pas des travaux, qui ne veut pas les payer, qui ne veut pas ceci, qui ne veut pas cela. Et donc, dans ce cadre-là, quand vous avez des travaux et qu'il y a une dégradation de l'acoustique, ne serait-ce que juridiquement, là, ça peut être très compliqué à gérer. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez accepter un système mis en place en termes d'isolation thermique par l'extérieur, il faut que vous puissiez vous assurer, ou qu'on vous assure, qu'il n'y aura pas de dégradation. Et donc, cette non-dégradation, elle passe par des PV. On a des PV acoustiques sur des systèmes. Et donc, ces PV acoustiques vous donnent plus 2 dB, plus 3 dB, plus 4 dB. Alors, on ne va pas être sur des systèmes avec des menuiseries à plus 15 dB. Ce n'est pas ça le sujet. Si je suis à 0, je suis conforme au décret. Si je suis à moins 1, je ne suis pas conforme. Le sujet, il est là. Donc, l'élément de l'acoustique, faire attention à ce sujet. Le comportement à l'eau, il peut arriver des fois de temps en temps qu'il pleuve sur la région.
Donc, ça veut dire que pendant la phase chantier, ou on stoppe tout, on bâche tout, ou on ne l'a pas prévu, et ben, votre système il va prendre de l'humidité. Si vous utilisez un produit qui n'a pas de capillarité, donc là c'est un terme générique, mais en fait la certification vous donne 2 niveaux. C'est WS, c'est de l'absorption à court terme. Je prends mon isolant, je le mets pendant 24 heures dans l'eau et je regarde son comportement. Et ça, c'est le minimum qui est acceptable et accepté, exigible en isolation par l'extérieur. Mais vous pouvez avoir aussi de l'absorption à long terme. Ça, c'est un autre certificat. Ce n'est pas 24 heures, c'est 28 jours d'immersion. Donc là, on est sur quelque chose de un peu plus barbare. Mais au moins, vous êtes sûr que votre isolant, il ne va pas prendre l'humidité. Alors, votre isolant ou n'importe quel produit. Mais là, on est sur l'isolation. Les produits laine de roche sont fabriqués à partir de basalte, donc ils sont WS et WL. Vous êtes susceptible de m'appeler un jour pour me dire, voilà, il y a un chantier, c'est la mairie, c'est l'école, le bardage est en retard, ça fait 1 mois, l'entreprise elle a laissé la façade comme ça. On viendra toujours visuellement voir s'il n'y a pas d'autres choses. Mais dès l'instant où on vient constater que la façade elle est normale, elle a pris l'eau, eh ben, elle va sécher. 1 mois, 2 mois, 3 mois. On vous fait un courrier en vous disant voilà, le produit, dès l'instant où il aura séché, il va retrouver ses capacités thermiques, acoustiques, mécaniques, il n'y a pas de souci. Donc quand on prend un produit qui est classé WSWL, c'est une garantie en cas d'intempérie ou quoi, ou qu'est-ce, ou dans le temps, si vous avez une fuite, que ce produit ne se dégrade pas. Résister à l'eau, c'est le côté liquide. Maintenant, vous êtes sur des vieilles bâtisses, peut-être. Quand on est sur des vieux bâtiments en pierre, en briques, ou je ne sais quoi, il ne faut pas enfermer l'humidité dans ce bâtiment. Donc, il est très important d'avoir des systèmes qui soient perspirants, respirants. Le nom barbare, c'est le MU de 1. Ça, c'est toujours le côté certification. Mais la simplification, c'est perspirant. Donc, en fait, un isolant laine de roche à partir de basalte, lui, il a un MU de 1 qui est le MU de l'air. Donc, 1 mètre d'air ou 1 mètre de laine de roche, ça a la même perspirance. Et donc, ça va laisser respirer votre bâtiment pour ne pas bloquer l'humidité. Il n'y aurait rien de pire que ça. Parce qu'ensuite, vous allez avoir une dégradation entre les deux. Je vous ai mis un petit article ici qui est celui de l'AQC. En fait, c'est l'Agence de la qualité de la construction. C'est un organisme qui est là pour faire des retours d'expérience et pour faire des mises sous surveillance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une émanation des assureurs. Et cet AQC avait fait une analyse anticipant la sinistralité éventuelle de systèmes d'ITE par l'extérieur sur des vieux bâtiments. Et vous avez en fait, alors malheureusement c'est peut-être un peu petit pour vous, mais vous avez les différents types d'isolants. Donc vous avez fibre de bois, vous avez laine de roche, vous avez ouate de cellulose, vous avez polystyrène. Et vous allez avoir en fait la résistance à la vapeur d'eau de ces matières-là. Donc une fibre de bois, elle a une résistance qui est faible. Donc ça veut dire que c'est bien, ça laisse passer l'humidité. Laine de roche faible, ouate de cellulose faible. Un polystyrène qui est un produit qui est plus fermé, moins respirant. Pour vous donner un chiffre, en fait, c'est un MU de 25. Là, pour le coup, ça veut dire que si votre mur a besoin de respirer, s'il a de la capillarité par les fondations ou quoi ou qu'est-ce, eh ben, vous pouvez avoir une problématique à ce niveau-là. Donc la respirabilité est importante au même titre que la résistance à l'humidité dans le temps. Alors, vous avez plein de chiffres là-dedans, mais je vais le résumer en un mot, c'est dilatation et contraction. Quand il fait chaud sur votre façade, vous avez un bâtiment un peu haut avec une teinte un peu sombre, bah, ça veut dire que ça va prendre la chaleur pleine balle. Il ne faut pas que votre isolant il se dilate, il se contracte. C'est important aussi bien en façade sous un système d'enduit, derrière un bardage, ça ne serait pas très grave, puisqu'ils ne sont pas liés en fait. C'est important aussi sur les toitures, sur les membranes d'étanchéité. Si vous avez trop de dilatation, les membranes peuvent se déchirer, se désolidariser. Donc il faut être vigilant. Ou vous prenez un produit qui se dilate, alors je dis vous, je résume, et vous le fixez de façon régulière et importante pour pas qu'il bouge, ou vous prenez des systèmes qui ne se dilatent pas et vous êtes tranquille, vous n'avez pas de questions à vous poser par rapport à ce sujet. Donc ça, en fait, pareil, c'est des tests qui sont faits à 70 degrés, 90% d'humidité, et ainsi de suite. Mais l'idée étant de constater que ce produit-là, il est stable et il ne va pas partir dans tous les sens. Et derrière, créer une sinistralité. La durabilité, parce que dans le développement durable, il y a durable. La durabilité, c'est aussi un point qui est intéressant pour vous parce que vous n'allez pas rénover tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans. Vous avez des budgets, vous avez
des chantiers à suivre et à tenir. Et donc la durabilité des systèmes est aussi pour vous un élément important. Alors, le groupe Rockwool à la tête, puisqu'en fait, moi je dépends de Rockwool France et l'usine est en Auvergne. Le groupe est danois. Et leur dada, depuis déjà très longtemps, en fait, c'est d'aller tester les produits. Plus vieux ils sont et plus ils s'amusent. Donc en fait, on a testé des produits au début qui avaient 20 ans, et puis 30 ans, et puis 45 ans, puis 50 ans. Et là, sur l'aéroport de Copenhague, ils ont démonté cette laine de roche qui avait 65 ans, en isolation thermique par l'extérieur, derrière un bardage. Et donc on teste le lambda, c'est donc la performance thermique, la stabilité dimensionnelle, la densité, le taux d'humidité, la performance au feu. Bon, le dernier point, le basalte, même dans 1000 ans, ça ne brûlera pas, donc il n'y a pas de traitement, c'est intrinsèque au produit, donc pas de souci. Mais tous les autres critères étaient conformes à la fiche technique 65 ans avant. Le produit d'avant, il avait 55 ans, le produit d'avant, il avait 40 ans. Donc en fait, on a des produits qui ont été testés jusqu'à 65 ans et qui sont conformes à la fiche technique de départ. Donc ils n'ont pas eu de dégradation, de déperdition de leur performance. Donc cet élément de durabilité pour vous, c'est aussi intéressant. Alors, il faut que le reste soit performant. C'est-à-dire que là, pourquoi on a démonté ce produit? Puisqu'en fait, il est bon. Parce qu'il voulait mettre plus d'épaisseur. Donc ce qui est à changer, c'est le bardage. Au bout de X années, pour des questions esthétiques, des questions de goût, vous démontez votre bardage, vous pouvez laisser votre isolant si il vous va, cette laine de roche, si l'épaisseur vous va, eh ben, vous pouvez le laisser, ou vous pourriez même le complémenter et revenir mettre votre bardage par-dessus. Donc la durabilité, ce n'est pas juste une annonce sur une plaquette, c'est aussi un élément qui a été validé. De façon globale, le produit, je vous disais, il vient d'Auvergne, c'est fait à partir de basalte, bon, très bien. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est aussi sa seconde vie, sa troisième, quatrième, je ne sais pas combien il peut y en avoir. En fait, la matière, elle est recyclable à l'infini. Notre process de fabrication, en fait, c'est qu'on fait de la barbe à papa avec de la lave. C'est plus simple que de vous dire c'est un spinner et un machin avec tout un tas de techniques. C'est un petit volcan où on fait fondre du basalte. Et ce basalte, il tombe sur une machine à barbe à papa. Et avec ça, on fait des plafonds, comme ceci. On fait des bardages extérieurs, on fait de l'isolant, on fait pousser des légumes dans la laine de roche, on fait de la culture hors sol. Dans les murs anti-bruit, dans les rames de tramway, on fait plein de choses. Mais c'est toujours le même process. Et toujours dans cet esprit de développement durable, les Danois, depuis très longtemps, ils ont des focus sur le carbone, sur l'énergie, la consommation d'eau et les déchets. Donc de nos usines, on n'a aucun déchet, puisque ce qui n'est pas conforme ou ce qui est coupe de bord ou quoi, ça repart dans le process. Sur vos chantiers, on a un service de reprise des déchets. On vous amène de la laine sur une palette avec une housse plastique. À la fin, on récupère les palettes, l'emballage plastique et les chutes de laine et on recycle tout. Dans 20 ans, 30 ans, ou si vous refaites une toiture qui a 20 ans, 30 ans, on va récupérer la vieille laine, même si elle ne s'appelle pas Rockwool. Même si, parce qu'on n'est pas les seuls à faire de la laine de roche. Mais même si ce n'est pas notre produit à la base, on va le récupérer et on va le recycler. Donc ça veut dire qu'on a toutes les étapes aujourd'hui pour ne pas avoir de déchets. Si c'est un autre produit, notre matière, charge à eux de vous trouver une solution. Si c'est à un moment de la laine de roche qui est sur votre chantier, il n'est plus pensable d'aller remplir des bennes de déchets pour aller les enfouir. Parce que ce n'est pas magique, la benne, elle ne disparaît pas. 10 000 m² sur le lycée d'Angoulême de l'audiovisuel, c'est 9 tonnes 700 de chute de laine récupérée, 100 kg de plastique, 300 palettes. Si on n'avait pas la solution, on pourra en discuter. La solution, elle existe depuis 12 ans en France, donc il faut que ça soit un réflexe. Le dernier point en façade, c'est un point qui peut être aussi important ou angoissant pour certains, c'est la sécurité incendie. Alors c'est vrai qu'on a des exemples à droite à gauche, des tours qui ont brûlé. Bon, ok. Là en fait, vous avez façade combustible ou incombustible, vous avez différents paramètres qui vont jouer sur votre façade. Donc l'inflammation, la propagation, avoir une lame d'air, c'est un phénomène accélérateur. Les menuiseries. Alors pourquoi les menuiseries? Parce qu'en fait, on a beaucoup de vitrage PVC, enfin de menuiserie PVC, la déformation, l'éclatement. Et quand ça a éclaté, ça va faire rentrer les fumées dans votre bâtiment. Donc, si vous avez des matériaux combustibles sur vos façades, automatiquement, il peut y avoir un point de vigilance ou de risque sur un de ces éléments-là. Si vous êtes sur des produits qui sont incombustibles, il n'y a pas que la laine de roche, mais un produit incombustible, vous n'aurez aucun de ces éléments ici qui pourra rentrer en jeu et vous aurez un feu qui sera circonscrit
là où il a démarré. Il y a 3 grosses techniques. Alors de la même façon, vous avez les maquettes là-bas et mes camarades pour vous expliquer tout ça. On fait l'isolation sous enduit, on fait l'isolation sous bardage, on fait une technique qui est plus développée dans le nord, très peu dans le secteur. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le vêtage, c'est qu'on vient fixer des panneaux directement au travers de la laine de roche, sans ossature, sans pâte équerre, ainsi de suite. Ça permet par exemple, lorsqu'on veut faire une finition avec des petites plaquettes, au lieu de les poser une à une à la main, ben, c'est des grands panneaux qui ont été moulés avec les plaquettes. Et on vient visser ce grand panneau directement à travers l'isolant. Donc, quand on veut une finition un petit peu particulière ou différente de ce type-là, eh ben, économiquement, c'est mieux ça que cette technique. Mais bon, voilà, c'est des techniques de mise en œuvre. Dernier point en termes d'application, on a vu les combles, on a vu les murs, ben, on va aller au plancher et comme ça, vous avez fait le tour de votre enveloppe. Donc, sur vos planchers, on va isoler les parties courantes et on va isoler éventuellement les poutres si vous en avez. La différence, c'est que dans le plancher, on cloue ou on visse. Dans les poutres, on colle. On ne va pas clouer. Si vous voyez une entreprise qui cloue dans les poutres, tout ça, normalement, à moins qu'il y ait une raison particulière, ça ne doit pas se faire. Donc, il va coller cette partie-là. Alors, parfois, on accepte de ne pas isoler les poutres en isolant un peu plus les parties courantes. C'est un jeu, c'est un vase communicant. Mais si on veut vraiment avoir une continuité de cet isolant, là, on va venir aussi traiter les poutres. Toujours, l'idée étant de la thermique, le confort d'été sur de la dalle béton, je ne vais pas vous la raconter, l'acoustique, le feu, donc tous ces éléments-là. Alors, vous avez peut-être pas... Ah si, il y a peut-être quelques bâtiments où vous avez ces contraintes-là. Le nouveau jeu qui va arriver dans les années à venir, il y a 2 éléments aujourd'hui qui prennent de l'importance sur la sécurité incendie. C'est le photovoltaïque sur les toitures et c'est les batteries au lithium, donc les voitures. Je ne sais pas si vous avez vu là, il y a un exemple cette semaine en Angleterre où en fait il y a un véhicule électrique qui a explosé dans un parking. Et alors là, c'est énorme le truc. Donc c'est vrai que cet élément-là de protection des planchers, on va avoir un nouvel élément, c'est la puissance du feu et la puissance de l'incendie. Dans les années 70, un incendie, c'était aux alentours de 300-350 degrés. Là, aujourd'hui, avec tout ce qu'on apporte comme masse combustible dans les bâtiments, on monte très vite à du 600-700. Donc, ce n'est pas du tout la même donne. Et des panneaux photovoltaïques, ça va bien plus loin. Donc, vos sous-faces de plancher, que ce soit des préaux, que ce soit des vides sanitaires, que ce soit des parkings, on va pouvoir venir les isoler avec des systèmes de panneaux. Et vous allez juste avoir en différenciation sur ces panneaux la partie esthétique. Donc la partie esthétique, c'est un voile de verre clair. Ça, c'est le lycée Kassler à Talence, par exemple. Un voile de verre noir, ici, dans un château. Donc c'est de la finition, mais c'est de la finition peu chère, pas chère. Si vous avez besoin de mécanique, parce qu'il y a le jeu du compas dans les plafonds, ben, on a une finition avec une fibre de bois de 15 mm. Donc là, c'est de l'esthétique, mais de la protection mécanique. Et sinon, vous avez tout simplement le produit brut. Donc, en fonction de votre besoin, de votre envie, il y a une échelle de graduation, de finition. Évidemment, vous imaginez bien finition et coût en face.